Patrice. Y aurait-il une France coupée en deux? Bonjour Laurent, oui, la crise des Gilets jaunes a fait émerger un vieux serpent de mer, l'opposition Paris-Province. C'est une des grandes spécialités de notre pays jacobin. Paris parade, décide, hautaine et surdelle. Pendant qu'en province, on vit comme des gueux, on ne compte pour rien. Vous allez trouver ces formulations un tantinet exagérées, mais c'est pourtant ce que vous pourrez lire dans le Parisien aujourd'hui. Le dossier pointe une grande disparité de revenus entre Paris, où le revenu médian annuel dépasse 26 000 euros, et la province, où il tourne autour de 20 000 euros. Mais avancer de tels chiffres sans évoquer le coût de la vie et surtout le prix du logement ne rime pas à grand-chose. Il eût été plus pertinent de disserter sur la fracture France d'en haut, France d'en bas, d'autant que les trois quarts des Parisiens sont, devinez quoi, des provinciaux. Alors, il n'y a pas que l'opposition Paris-Province au menu du jour. Il y a une autre opposition, Paris contre Bruxelles, ou plutôt Paris et Berlin contre Bruxelles. Vous l'avez compris, on va parler de la fusion manquée d'Alstom et de Siemens. Le français et l'allemand se voyaient bien constituer un géant du rail capable de compter à l'échelle de la planète, mais la Commission européenne a dit non. Soit dit en passant, on tient là un exemple de la capacité de Bruxelles à imposer ses vues à des capitales européennes, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des deux principales, Berlin et Paris. Mais passons. Dans cette affaire, tout le monde réagit à front renversé. Les pro-européens fustigent Bruxelles et les habituels pourfendeurs de la technocratie bruxelloise louent sa grande clairvoyance. C'est ainsi que l'Humanité, sous la plume de Patrick Appelmüller, dit son soulagement, car cette fusion répondait selon lui à une simple logique financière. Des milliers d'emplois seraient restés sur le carreau, écrit l'éditorialiste. Dans le Figaro, on estime que c'est précisément au nom de la protection de ces marchés et de ces emplois qu'il eût fallu que l'Europe donnât son feu vert à cette fusion. À trop s'occuper de concurrence sur son seul territoire, l'Europe s'interdit l'émergence d'acteurs de taille mondiale, écrit peu ou prou Gaëtan de Capelle, qui pose cette question. Va-t-on cesser d'être le bisounours de la mondialisation? Il faut reconnaître que la question est pertinente. Dans Libération, Jean Quatremer la reprend à sa manière, en se demandant si la Commission ne serait pas un peu schizophrène. Alors qu'elle ne cesse de vanter les mérites de la mondialisation, la Commission persiste à juger la concurrence dans un cadre strictement européen, comme si le reste du monde n'existait pas, écrit le correspondant de Bruxelles à Libération. On peut donc s'attendre à l'émergence d'une fronde de Paris et de Berlin, menée de concert contre Bruxelles. C'est ce que vous lirez peu ou prou dans La Croix, qui rappelle que si l'on ne change pas le règlement qui encadre la concurrence en Europe, on n'est pas prêt de contrer les champions du monde, ces champions des pays émergents qui menacent de nous ratatiner. Avec tout ça, vous savez maintenant si vous êtes Paris ou province, Paris ou Bruxelles, Bruxelles ou Berlin, mais il y en est un qui n'est rien de tout ça, il est d'ailleurs, il est d'une autre planète, peut-être même d'une autre galaxie. Carlos Ghosn, comme vous le savez, il dort dans une prison japonaise pour, je vais dire les choses de manière lapidaire, pour avoir confondu son argent avec celui de Nissan. Mais voilà que, selon le Figaro, Carlos Ghosn aurait loué une partie du château de Versailles lors de son mariage en 2016. Jusque-là, tout va bien, mais que la facture aurait été envoyée à qui? À Renault, qui l'aurait bien sûr réglé. Selon le Figaro, il y en aurait pour 50 000 euros. C'est pas grand-chose. Comme il est écrit pudiquement dans le journal ce matin, un signalement au parquet est envisagé. Ouais, je dirais même qu'il s'impose. Le roi Soleil est à l'ombre. Merci beaucoup, Patrice.